Et on se plonge dans une enquête au goût d'inachevé, l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard. C'est demain que le procès de Cédric Jubilard va démarrer et on va reprendre 4 ans d'instruction pour essayer de vous donner tous les éléments d'enquête que vous forgiez ce dimanche, votre intime conviction. Pour cela, évidemment, il nous fallait les meilleurs. Laura Donna, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste, vous venez de réaliser un long documentaire sur l'affaire Jubilard pour le magazine 7 à 8. Il sera diffusé ce soir sur LCI, on va le revoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Damien Delceni, bonjour, chef du service police-justice du Parisien. Merci beaucoup d'être avec nous. Le Parisien qui, ce matin, fait un grand récit de l'affaire Jubilard. On le voit là, c'est passionnant de s'y plonger. On va reprendre également avec vous tous ces éléments d'enquête. Et puis, maître Jérôme Goudard, bonjour. Bonjour. Avocat pénaliste au bureau de Paris. Merci d'être avec nous. On va essayer de comprendre des éléments importants dans cette affaire. On n'arrête pas de parler d'un faisceau d'indices. C'est quoi un faisceau d'indices? Est-ce que c'est suffisant pour condamner un homme? Voilà les questions notamment qu'on va vous poser. On va donc reprendre cette enquête tous ensemble et avec nos téléspectateurs. Alors, comme dans une enquête, on va commencer par d'abord peut-être poser le contexte. Le couple Delphine, Cédric Jubilard. À quoi ressemble-t-il? On va regarder un premier extrait de votre doc pour remettre quelques éléments de contexte sur ce couple. Cédric Jubilard, plaquiste au parcours chaotique, plusieurs fois placé en famille d'accueil, a rencontré Delphine Ossaguel à la sortie de l'adolescence. Elle est devenue infirmière, ils se sont mariés en 2013. Le couple a 2 enfants, un garçon et une fille, et vit à Cagnac-les-Mines, sur les hauteurs d'Albi, dans cette maison que Cédric Jubilard a construite sans jamais la terminer. Cette fameuse maison où tout s'est peut-être produit et déroulé, on va évidemment y revenir. Laura Donna, c'est un extrait donc de votre doc 7 à 8. Vous avez interrogé pas mal d'amis de Delphine. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ce couple, il est assez hétéroclite. C'est des personnalités assez différentes. Oui, la famille et les amis de Delphine Jubilard disent que depuis le départ, ils se demandaient un peu pourquoi elle était tombée amoureuse de lui, qu'elle était posée, calme, toujours joyeuse, très attentionnée avec les enfants, et que lui, Cédric, a toujours été quelqu'un qui fumait des joints, qui n'avait pas de boulot stable, qui pouvait se montrer également violent avec les enfants. Donc c'est vrai que la famille de Delphine dit que depuis le départ, il pensait qu'elle perdait un peu sa jeunesse avec cet homme. Un couple plutôt mal assorti, on va dire, depuis le départ. Qu'est-ce qu'on sait, Damien, du parcours, du profil de Cédric Jubilard, qui va être passé au crible, évidemment, à partir de demain? Son parcours, on l'a dit, une enfance assez chaotique, déplacement, et puis ensuite cette installation dans une vie familiale de couple, mais il y a sa vie professionnelle aussi à côté, qui est assez chaotique aussi. C'est quelqu'un qui fait des petits boulots, qui donne pas toujours extrêmement satisfaction. C'est quelqu'un aussi qui consomme beaucoup de stupéfiants, beaucoup de hashish. Donc ça lui coûte de l'argent. Forcément, ça embrume un peu son esprit aussi. Et effectivement, dans ce couple, on a l'impression qu'il y a Delphine qui travaille dans une clinique, qui a une vie assez rangée, assez organisée, et lui à côté qui un peu se cherche un peu dans des petits boulots, qui prend pas mal de stupes, qui souvent a du mal à finir ses fins de mois, qui d'ailleurs va se servir régulièrement, sans tellement lui demander l'autorisation, de la carte bleue de sa femme pour aller faire des retraits. Donc voilà, on est dans cette situation de quelqu'un qui est un peu précaire dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il entreprend, et à côté de ça, une femme beaucoup plus organisée, beaucoup plus classique. Quand on vous entend, on se dit que l'évolution de ce couple est peut-être pas très surprenante, c'est-à-dire qu'il y a des tensions qui apparaissent de plus en plus fortes, et puis on va aller, j'ai envie de dire, jusqu'au climax de ces tensions. Un extrait encore de votre documentaire, extrait des échanges SMS entre Delphine Jubilard et Cédric Jubilard. Les querelles sont fréquentes, comme en témoignent de nombreux échanges. Je vais vraiment me barrer et te laisser dans ta merde. Ta 307 de merde gêne. Si tu ne fais rien rapidement, c'est la fourrière. Je vais partir quelque temps. C'est plus la vie que je veux. Maison bidochon, voiture bidochon. Laura, ces documents, ils sont extrêmement intéressants parce qu'on voit que la manière dont on se parle dans ce couple, c'est qu'il n'y a plus d'amour. On est proche de la rupture.
Oui, c'est assez étonnant. La famille et les amis disent que c'était tout le temps lui qui la rabaissait, qui la dénigrait, qui l'insultait. Mais dans les échanges à partir de juin-juillet, c'est presque, on dirait que c'est elle qui a pris le dessus. Elle a des mots très durs. Lui passe son temps à s'excuser platement pour cette histoire de voiture, qui est un peu le moment où vraiment dans les textos, c'est la première fois qu'elle évoque vraiment une séparation. Il lui dit qu'il va la reconquérir et il lui dit qu'il va faire des efforts, qu'il s'en veut d'être un boulet, qu'il est le connard de l'histoire. Et elle laisse plus rien passer. On sent qu'elle est à bout. Donc il tente de faire des efforts durant l'été. Elle, à la rentrée, il y a quelques messages plutôt sympas de Delphine qui le remercie pour ses efforts. Et il y a un nouveau point de rupture en septembre quand il essaye de la géolocaliser. Parce qu'il l'espionne. Voilà, avec l'aide de sa mère. Et là, il y a un nouveau point de bascule où elle lui dit stop, maintenant je contacte un avocat. Et là, elle va engager des démarches pour un divorce. Et en parallèle de cette procédure judiciaire, pour qu'on fasse le tour de ce contexte, Delphine va s'inscrire sur des sites de rencontres. Elle va notamment, Damien, rencontrer un homme avec qui la relation va se nouer et avec qui elle s'imagine une autre vie, il faut être clair. Elle fait plus que s'imaginer, il y a des choses assez concrètes qui sont décidées, une idée d'installation, de quitter Cagnac, d'acheter tout un tas de choses. Enfin, elle est déjà en fait dans cette vie-là, à un moment où elle va disparaître. Il y a plus grand chose qui l'attache, à part évidemment ses enfants à Cagnac-les-Mines et à cette maison où elle cohabite en fait avec son mari. Ils dorment plus dans la même chambre, les contacts sont à minima. En plus, elle travaille de la nuit, donc ils ont des horaires décalés, ce qui fait qu'ils se croisent quand même relativement peu. Et elle, on a le sentiment qu'à ce moment-là, effectivement, elle a pris cette décision de prendre un avocat, la procédure prend corps, et dans sa tête, elle est partie déjà, et dans les faits, on sent bien qu'on s'approche d'une vraie séparation de fait et de corps, en fait. Plus on approche du 15 décembre, on rappelle qu'elle disparaît dans la nuit du 15 au 16, vous le racontez très bien, le 15, son amant lui dit ma femme est d'accord pour divorcer. Autrement dit, ça y est, notre nouvelle vie, elle va pouvoir voir le jour. Maître, évidemment, je ne vous interroge pas sur cette affaire-là, puisque ce n'est pas la vôtre, et vous n'allez pas, évidemment, vous engager dans un dossier qui n'est pas la vôtre. Mais on a là, comme dans beaucoup d'affaires, une forme de mobile qui se dessine, un mobile sentimental, un mobile amoureux. Dans un procès aux assises, et vous connaissez ça parfaitement, il faut comprendre les choses. Donc il faut un mobile. Là, il y a un mobile. Quand on dit qu'il n'y a rien dans le dossier, il y a au moins un mobile. Oui, il y a un mobile. Il y a un mobile, mais il n'y a pas de preuve. Alors, il y a, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, il y a des faisceaux d'indices. Faisceaux d'indices, qu'est-ce que c'est ? Ce sont, en fin de compte, des éléments qui posent question. Des éléments qui posent question et qui sont soumis à la contradiction. Voilà. Des éléments soumis à contradiction. On va rentrer dans tout cela parce qu'on va voir qu'il y en a effectivement plusieurs. Et on va s'interroger sur le faisceau d'indices. On a compris un couple assez différent dans sa constitution. Un couple en crise, au bord de la séparation. Et on arrive le 15 décembre, la nuit du 15 au 16 décembre. C'est 5 heures durant lesquelles Delphine va disparaître. On va reprendre la chronologie très précise parce que c'est extrêmement important. 22h55, Delphine écrit un SMS à son amant qu'on évoquait à l'instant. Elle lui dit « je t'aime ». Elle se couche. 4h du matin, Cédric, et là on est dans le récit de Cédric Jubilard, dit « je me réveille, il n'y a plus de Delphine dans la maison », donc il va envoyer des messages aux amis de Delphine pour tenter d'avoir des nouvelles. Est-ce que vous l'avez vu ou pas ? 4h09, ça va quand même très vite, il appelle le 17. 4h50, les gendarmes vont arriver au domicile du couple. Tout se joue dans ces 5 heures-là. Vous racontez très très bien, Laura, dans ce documentaire 7 à 8, quand les gendarmes arrivent dans cette maison, il n'y a pas de traces de sang, il n'y a pas de traces de bagarre. On voit quelques-unes des images de vos docs. Ce qu'ils constatent quand même, c'est qu'on est dans une maison en bazar, à minima. Oui, ils disent Capharnaüm, oui. À la limite de l'insalubrité, ils écrivent. Damien, c'est 5 heures. C'est la clé de tout. 5 heures, c'est à la fois très long et c'est en même temps très court. Alors c'est très long et très court. Il y a 2 autres données cette nuit-là, c'est qu'on est en confinement normalement, puisque c'est le premier jour du 2e confinement, ou 3e, je sais plus. Enfin, en tout cas, il y a confinement. Et il y a quand même le fait que s'il quitte la maison, il y a quand même 2 enfants qui dorment dans cette maison. Donc cette scène, ils sont pas isolés tous les 2 dans cette maison. Il y a des enfants qui dorment. Donc effectivement, c'est à la fois long et court. Mais ce qui est assez intéressant à regarder, c'est un peu la façon dont il va alerter et les amis et les gendarmes, le discours qu'il peut avoir à ce moment-là, les mots qu'il emploie, l'attitude qui est la sienne. Il y a
quelque chose qui est de l'ordre de l'anecdote, mais qui est quand même, qui peut se raconter quand même, c'est que quand les premiers gendarmes arrivent, donc juste avant 5h du matin dans la maison, ils voient à travers la baie vitrée Cédric Jubilard avec un pyjama panda, c'est-à-dire un pyjama un peu fantaisie avec une capuche de panda, qui est affairé justement devant cette fameuse machine à laver dont on reparlera beaucoup. Et ils sont tellement surpris de cette scène, parce qu'ils sont censés arriver chez quelqu'un dont la femme a disparu, qui a pleuré au téléphone, qui semble en panique, et ils voient ce type avec ce pyjama, et ils se disent on s'est trompé d'adresse, on s'est trompé de maison, c'est pas la bonne maison. Et ils vérifient, et pourtant c'est bien là, et donc ils frappent, et ils rentrent à ce moment-là. Mais ça n'est qu'une anecdote de plus par rapport à d'autres, et c'est pas là-dessus qu'il est, c'est pas une charge contre lui, mais il y a dans ce qu'il fait cette nuit-là des choses qui pose vraiment question. Et d'ailleurs, dans les jours suivants, vous le racontez, il ne va pas être extrêmement mobilisé sur les battues pour tenter de retrouver Delphine. Il va rencontrer dès le mois suivant d'autres femmes. Alors évidemment, on ne juge pas et ça ne fait pas de lui un coupable. Mais, maître, j'élargis la question. Quel poids pèse l'état d'esprit, le comportement, le profil psychologique et le comportement d'un individu dans un procès d'assises? Est-ce que les jurés sont sensibles au fait que cet homme, le mois d'après, il retrouve une femme? Bien sûr. Bien sûr. Les jurés, ils n'ont pas le même logiciel que les magistrats. Ils fonctionnent énormément au récit. Au récit et à l'émotion. Il n'y a pas de vérité. Vous savez, il y a des moments où on pense que tel ou tel juré va être plus rigoureux qu'un autre. En fin de compte, la vérité, c'est qu'il n'y en a pas. Les jurés sont imprévisibles. En revanche, ils sont extrêmement sensibles à ce récit, à la cohérence du récit, à l'attitude, au comportement de l'accusé dans le cadre de l'audience. Ils le sauront encore plus dans le cadre d'une audience qui va durer aussi longtemps que celle-ci, parce qu'on est sur plusieurs semaines. Donc oui, le récit, la chronologie de vie factuelle va énormément jouer sur le ressenti des jurés. Ça, c'est un élément important. Alors, on va en venir aussi à notre fameux faisceau d'indices, et on va vous réentendre en longueur là-dessus. Il y a des indices, il y a des faits dans ce dossier quand même. Le premier, peut-être Damien, c'est cette voisine qui dit avoir entendu, dans la fameuse nuit du 15 au 16 décembre, des cris, une dispute. Oui, et puis pas n'importe quel cri. Dans la déposition qu'elle fait, d'ailleurs, qui est corroborée par celle de sa fille, elle regarde la télé ensemble, et puis à un moment donné, elles sortent à l'extérieur. Alors, elles sont pas, c'est pas des voisins directs, mais c'est des gens qui sont dans le même îlot de bâtiment. Et eux, ils vont décrire, elles vont décrire des cris extrêmement prenants, c'est-à-dire qu'elles se disent elles-mêmes à un moment donné que ça leur fait peur et qu'il faudrait peut-être qu'elles aillent voir, mais qu'en même temps ça leur a fait tellement peur ce cri qu'elles sont pas en capacité d'y aller. Donc c'est pas un cri, c'est pas un seul cri, et c'est quelque chose dont elles se souviennent de par la peur que ça leur a transmis. Donc on a ce premier fait-là qui, c'est un témoignage, ça reste un témoignage dans un dossier, mais qui permet aussi de dater, de redater un peu ce qui se passe, parce qu'elles ont un témoignage très précis sur le moment où elles entendent ce cri, qui est aux alentours des horaires où on sait que les connexions de téléphoniques de Delphine se sont arrêtées. Donc ça permet d'avoir un premier élément factuel. Alors, un témoignage, qui reste un témoignage. Qui est peut-être doublé d'un autre témoignage crucial aussi dans ce dossier, c'est le témoignage de Louis, le fils de Delphine et Cédric. Il a 6 ans. On va revoir, extrait de votre doc 7 à 8, ce qu'il dit aux gendarmes lorsqu'il fait sa déposition, même pour un enfant de 6 ans, quand il raconte évidemment ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Je me souviens qu'ils se poussaient. Je les ai vus parce qu'en fait, j'étais descendue de mon lit. La porte était un peu ouverte et je regardais. J'ai entendu « Arrête-toi ». C'était maman qui disait ça. Quand ils se disputaient, ils étaient entre le canapé et le sapin. Ils se poussaient avec les 2 bras. Une fois papa et une fois maman. Alors ces propos de Louis, évidemment, la défense dit c'est un enfant de 6 ans. Il peut se tromper et après tout, une dispute de couple, ça ne fait pas non plus, là encore, un criminel. Mais évidemment, ça pèse. Et puis il va apporter d'autres éléments, Louis, ce que vous rappelez. Louis, il va expliquer que sa mère, ce soir-là, elle a ses lunettes. Ces fameuses lunettes qu'on va retrouver cassées avec des analyses qui vont dire qu'il y a eu un coup, un impact, en gros un coup de poing qui a été donné sur ces lunettes. C'est Louis qui apporte cette information-là. Oui, il apporte cette information lors de sa 2e audition par les gendarmes. C'est 1 mois après la disparition. Les gendarmes le questionnent sur savoir est-ce que sa mère porte ses lunettes ce soir-là. Il dit oui. Il apporte aussi un autre élément très important, c'est qu'il décrit précisément que ces lunettes sont
cassées. Ouais. Il dit qu'elles sont fissurées et que ce qui tient encore la monture, ce qui permet à Delphine de les porter, c'est le verre. C'est le verre qui maintient cette monture. Ce qui permet aujourd'hui aux avocats de Cédric Jubilard de dire que ces expertises qui ont été menées sur des montures similaires mais neuves ne valent pas grand-chose puisque les lunettes de Delphine étaient déjà quasiment complètement cassées. Ce que vous dites est très intéressant parce que ça nous amène exactement à ce faisceau d'indices. C'est-à-dire que chaque élément, les avocats de Cédric Jubilard disent oui mais on fait des tests sur des montures neuves. C'est pas des montures de vieilles lunettes qu'on a déjà utilisées, donc ça se casse pas de la même manière. On le voit bien. Pas de corps, pas d'aveu, pas de trace ADN. On dit toujours que c'est la reine des preuves, la trace ADN. Là, on n'a rien de tout ça. On a ce fameux faisceau d'indices. C'est quoi un faisceau d'indices ? Tiens, quand on est avocat décision, on le définit comment ? Ce sont des éléments qui sont soumis à contradiction. Ça peut être des éléments à charge, comme ça peut être des éléments à décharge. Oui, par exemple, un témoignage, c'est un faisceau d'indices. Une trace ADN, c'est un faisceau d'indices. Alors je reviens juste sur l'ADN. L'ADN aussi se combat. Est-ce qu'on est sur l'ADN nucléaire ? Est-ce qu'on est sur du mitochondrial ? Enfin bref, il y a en fin de compte 99% des éléments dans un dossier, qui soient pour ou contre l'accusé, ils se discutent. C'est extrêmement rare. Moi, je n'ai pas de mémoire d'un procès d'assises récent avec vraiment une preuve irréfutable. On parle de faisceaux d'indices, on parle de preuves plus ou moins solides, voilà, d'éléments plus ou moins solides, mais une preuve irréfutable, personnellement, là, comme ça, je n'en vois pas. C'est intéressant, parce qu'effectivement, là, il n'y a pas de preuve irréfutable, c'est tout l'enjeu de ce dossier. Il y a un élément évidemment majeur, c'est où est Delphine ? Comment, en 5 heures de temps, le corps de Delphine a disparu ? Et là, on n'a quand même pas d'explication. On a fouillé des tas de zones. Alors, la téléphonie a indiqué des nouvelles zones, il y a eu les témoignages de Jennifer, l'ex-compagne. On n'a pas de corps. Qu'est-ce que, si c'est dans l'hypothèse de Cédric Jubilard présumé innocent, bien sûr, qu'est-ce qu'il a pu faire de ce corps ? Effectivement, il y a eu beaucoup. Mais ce qui est fou quand même, c'est que tous, là, vous connaissez parfaitement les annales judiciaires, les grands dossiers. Et c'est quand même, c'est un truc qui interpelle tout le monde. Où est ce corps ? Oui, alors à condition qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour le retrouver. Alors la zone géographique est un peu particulière aussi. Cagnac-les-Mines porte son nom parce qu'il y a beaucoup de cavités, il y a beaucoup de trous, beaucoup de points d'eau. Alors il y en a plein qui ont été fouillés, on a mis des plongeurs, on a fait descendre des gens dans des anciennes mines pour essayer de trouver. Après, il faut juste réfléchir à une chose. Est-ce que l'acte qui est commis ce soir-là est un acte instinctif non préparé, ou est-ce que c'est quelque chose qui mûrit déjà depuis quelque temps ? Ce qui permet de dire que, ce qui est une des hypothèses d'ailleurs de l'accusation et des enquêteurs, qu'en réalité, Cédric Jubilard, il avait prévu un certain nombre de choses, et d'ailleurs peut-être prévu l'endroit où il allait faire disparaître le corps de Delphine. Si ça c'est prévu quelques jours ou quelques semaines avant, 4 heures ça suffit pour aller cacher un corps, le dissimuler profondément et définitivement. Mais ça effectivement, encore une fois, on est dans une hypothèse puisque on ne sait pas où se trouve ce corps aujourd'hui. Et évidemment que pour les gendarmes et pour l'accusation c'est un problème parce qu'un corps ça dit beaucoup de choses. Et surtout, ça aurait permis effectivement de sortir de ce autour de quoi on tourne depuis tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses dans ce dossier qui sont à charge. C'est indiscutable. Quand les avocats de Cédric Jubilard disent que le dossier est vide, c'est idiot. Parce que le dossier, il n'est pas vide. On peut discuter après de chaque charge. On peut défendre, mais de dire que ce dossier est vide, c'est idiot. Il y a beaucoup de choses qui, mises bout à bout, racontent une histoire. On le disait tout à l'heure, c'est ce récit-là qui va être fait à la cour d'assises. C'est les mensonges de Cédric Jubilard, c'est ce qu'il a fait ou n'a pas fait cette nuit-là qui pose problème, c'est les témoignages autour. Mais évidemment, il manque le central, il manque le corps de Delphine. Vous allez réagir. Oui, il y a 2 points. Premier point, et vous l'avez noté, on peut potentiellement être condamné par la justice pénale française pour un meurtre, alors même qu'on n'a jamais retrouvé le corps. Ça, c'est le premier point. Ça peut sembler invraisemblable, mais c'est une réalité. Le deuxième point, on parle effectivement de récit. Alors, il y a le récit de l'accusation, parce que il est effectivement basé sur des faisceaux d'indices. La vraie question sera de savoir comment va s'articuler le récit alternatif de la défense. C'est ce que j'allais vous dire. Quelle autre thèse on propose ? Alors moi, ce dossier, bien sûr. Il faut en proposer une à des jurés ?
Bien sûr. Il me paraît indispensable d'en proposer une. Le vrai travail de l'avocat, entre autres, va être de distinguer les éléments qui sont objectifs dans ce dossier, mais des éléments aussi qui sont sujets à discussion, qui sont sujets à interprétation. Il va falloir aller combattre les biais de confirmation des enquêteurs. Il va falloir aller contre-interroger les témoins qui ont pu donner des éléments à charge contre l'accusé. Il va y avoir plein d'éléments. Des experts. On voit des fois des experts dans les cours d'assises qui disent, ça vous paraît peut-être invraisemblable, qui disent tout le contraire de ce qu'ils ont écrit 3 ans avant dans le cadre de l'instruction. Donc, rien n'est joué. La seule vérité qu'on a aujourd'hui, c'est que rien n'est joué. Alors, on peut penser que, mais les 4 semaines qui vont se dérouler vont, à mon sens, peuvent apporter un certain nombre de rebondissements. On va finir avec vous, Laura. Vous qui avez repris toute cette enquête de A à Z, quelle impression elle vous laisse à la veille de ce procès ? Elle me laisse comme impression qu'effectivement il reste encore une énorme part de mystère, qu'il y a beaucoup de choses qui vont se jouer encore à l'audience et que c'est marquant de voir effectivement les avocats de Cédric Jubilard qui répètent depuis 4 ans que le dossier est vide, alors que effectivement il y a une enquête qui a quand même été monumentale, avec effectivement beaucoup d'éléments qui peuvent évoquer beaucoup de soupçons, mais effectivement le travail des avocats de Cédric Jubilard, c'est de dire que chaque élément pris de manière isolée n'est pas probant. Après effectivement il faudra évaluer la cohérence de tous ces éléments mis bout à bout. Et on sait que dans un procès d'assises il peut y avoir des surprises. C'est aussi tout le jeu des assises. Ce procès va être quelque part très novateur sur un point. Il y a pu avoir par le passé des procès avec l'absence de corps et des fois même avec des condamnations. La grande différence, c'est que ce sont des procès qui remontent à très longtemps. On n'était pas du tout dans cette société médiatique, on n'était pas du tout dans l'époque des réseaux sociaux. Les jurés ne vont pas arriver quelque part avec un regard, j'ai envie de vous dire, pur, comme il y a 20 ans par exemple. Ils vont arriver quelque part avec une vision qui pourrait potentiellement être biaisée de par les TikTok, de par les chaînes d'infos continues, parce que l'information est beaucoup plus importante aujourd'hui. On attend près de 300 journalistes pour couvrir ce procès, qu'on lira évidemment dans Le Parisien. Votre documentaire 7 à 8, on le retrouve ce soir sur LCI en intégralité à 21h. Passionnant à la veille de ce procès de se replonger dedans. Merci beaucoup d'être venu. Merci aux équipes de 7 à 8, d'Éléphant et compagnie. Maître, merci beaucoup. Merci à vous.